aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France est dans le top 5 des exportations d'armes au monde. Il y a une expertise française. Et PGM en fait partie de cette expertise d'armement. Donc on fabrique en France, on est content de le faire, on est content de vendre en France, on est content de vendre à l'étranger, et on met énormément de passion à le faire bien. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. La semaine dernière, nous avons rencontré Johan Lara, ancien des forces spéciales et aujourd'hui entrepreneur et instructeur de tir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de François Brion, un autre entrepreneur et passionné d'armes à feu. François est le patron de PGM Précision. Cette entreprise basée en Haute-Savoie est l'une des dernières à produire en France de l'armement à destination des forces armées et de police. Nous avons eu le privilège de visiter l'usine de fabrication de ces fusils de précision, utilisés notamment par le RAID, le GIGN, ainsi que des tireurs d'élite de plusieurs armées à travers le monde. Vous pourrez retrouver notre reportage photo complet dans le prochain numéro de notre magazine, ainsi que sur notre site internet défense-zone.com. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au magazine et rejoindre l'espace Premium DZ via le lien en description de cet épisode. Vous recevrez alors le magazine en version papier directement dans votre boîte aux lettres et vous aurez accès à tous les anciens numéros en version numérique ainsi que du contenu exclusif. En attendant, nous vous souhaitons une bonne écoute en compagnie de François Brion. Donc nous sommes avec François qui est le CEO, PDG de l'entreprise PGM. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fred, merci d'être venu nous voir à Poisy. Donc je suis François Brion, je suis directeur de la société PGM Précision depuis 2004 et je suis ingénieur en mécanique de formation. D'accord. C'est quoi ton parcours ? Comment t'en es arrivé à ce métier-là de fabrication et de vente d'armes ? Bah écoute, ce qui est drôle c'est qu'il y a quand même une tradition armurière dans ma famille, puisque du côté de ma mère, qui est de Bourges, il y avait les fameux arsenaux qui sont devenus le TBS, le GIAT. Je crois même qu'il y a MBDA qui fabrique les missiles. Donc mon grand-père a bossé là-bas. J'ai un oncle qui était ingénieur pyrotechnicien là-bas. Donc moi finalement j'ai suivi la lignée familiale et ce qui est drôle c'est que dans le cadre de mes études justement j'avais fait un stage à GIAT Industries à Satori et effectivement tous les matins je passais sur le plateau de Satori en bus depuis la gare de Versailles-Chantier et je passais en direction de la STAT et de GIAT et je voyais les fameuses grandes antennes qui sont près du groupe. Ouais. La STAT, donc, la section technique de l'armée de terre, donc c'est eux qui sont à la pointe de l'innovation sur l'armement, l'équipement. Ouais, alors effectivement, c'est avec eux qu'il faudrait voir très en détail ce qu'ils font, mais en tout cas, je sais qu'ils font beaucoup de tests, voilà, et qu'on bosse ensemble. Donc tu as fait des études dans l'ingénierie ? Ouais, j'ai fait IUT Méca en région parisienne et puis après je suis venu faire l'école d'ingénieur à Annecy en mécanique et en productique. Et puis après mon premier emploi ça a été d'être embauché à l'usine TC Technique. Et en fait cette usine fabrique depuis 1995 les fusils PGM, donc le fameux FR12-7 F1. Et puis bien sûr toutes les armes qui ont été fabriquées depuis 1995 et de fil en aiguille, je suis passé de l'usine à PGM puisque l'usine était actionnaire de PGM dès 1995. Dès 1995 pour le marché armée française. D'accord. Donc cet armement, est-ce que tu peux me parler un peu de la société ? Qu'est-ce que vous produisez ? Qu'est-ce que vous vendez ? Alors PGM est né en 1993 d'une association entre Gilles Payen, qui est l'inventeur de l'Ultima Ratio, avec des actionnaires qui ont apporté, des finances. Donc à l'époque, PGM était en Savoie, à côté de la Chambre, en Maurienne. PGM se rapproche
en 1995, donc de la société TC Technique dont nous venons de parler, qui est à Poisy en Haute-Savoie. TC Technique, la société devient actionnaire minoritaire de PGM en 1995, donc ça devient le fournisseur principal de pièces mécaniques qui constituent l'arme, et avec l'usine Tessier, on reprend PGM à nous en 2004. D'accord ? Voilà. Et donc, au début, c'était juste les fabrications des pièces de l'armement. Et donc après, ça a été la commercialisation de tous ces fusils. Alors non, PGM a toujours fabriqué les fusils. Ouais. Mais quand on dit fabriquer, en fait, c'est concevoir, assembler. Après, dans n'importe quelle industrie, la plupart des industriels ont des sous-traitants. Et en fait, PGM Précision conçoit les armes, les commercialise, assure le SAV, assure le marketing, assure la communication, toutes ces choses-là. Et après, on fait appel à des sous-traitants. Et effectivement, l'actionnaire majoritaire de PGM, aujourd'hui, c'est également son fournisseur principal de pièces de mécanique. D'accord. Donc vous maîtrisez l'entière ligne de production, quoi. Quasiment tout. Les canons sont sous-traités parce que ça, c'est un métier à part. Faire un forage long sur 90 cm de long sur un canon, c'est un métier. Faire des rayures dans un canon, c'est un métier à part. Faire des munitions, c'est un métier à part. Faire une lunette de tir, c'est un métier à part. Faire un chargeur, même si c'est nous qui le concevons, c'est fait en tôlerie de précision avec de la soudure laser. Après, il y a du traitement de surface. Par contre, tout le cœur de l'arme, la culasse, bloc détente, le châssis poutre, tout ça, c'est un assemblage principal de pièces mécaniques qui sont fabriquées chez Tessier. Après, on a des fournisseurs spécialisés qui fabriquent que des ressorts. On a qui vont fabriquer que de la petite pièce de décolletage, pas très loin d'ici, la fameuse vallée de l'Arve, qui est, on va dire, entre La Roche-sur-Foron et Salanches, première concentration au monde de sociétés de décolletage. Et c'est la fabrication de ces toutes petites pièces de révolution. Donc on va retrouver chez nous des goupilles spéciales, des percuteurs, des vis spéciales. Voilà. Donc c'est un fusil, les fusils que vous faites ici, c'est des fusils qui sont presque à 100% français, du coup, made in France. Ouais, alors effectivement, sur la grosse E4-2 en calibre 12-7, on travaille depuis 25 ans avec notre partenaire belge, la Fabrique nationale d'Herstal, communément appelée FN Herstal. Et ces gens-là, leur métier, c'est de fabriquer des canons et notamment de nous fournir nos canons pour les E4-2. Alors bien sûr, ils fournissent des canons, mais ils fabriquent aussi leurs propres armes. D'accord ? Mais puisqu'ils fabriquent très bien le canon de la Browning en calibre 50, on va se servir chez eux pour acheter un canon de précision dans ce calibre. Et après, pour les plus petits calibres, donc inférieurs au 12-7, on travaille avec Lothar Walther en Allemagne. C'est des gens qui, c'est leur métier, ils doivent faire ça en 3-8, et leur métier, c'est de fabriquer des canons. Donc nous, on va chercher des compétences, comme on va chercher une compétence chez un fabricant de lunettes comme Schmidt & Bender, et en fait, après, de tout ça, on fait une arme prête à tirer. L'arme principale que vous produisez, que vous vendez le plus, c'est quoi ? C'est les 4.2 ? C'est l'Ultima Ratio. C'est la première née en 1991 de Gilles Payen, donc le P de PGM. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il équipe le RAID, PGM n'existait pas encore. Donc sur les premières bécanes qui ont été vendues au RAID à ce moment-là, il y a juste écrit Ultima Ratio. Et d'ailleurs, que ce soit à la BRI du Transquai des Orfèvres ou au RAID à Bièvre, ils les appellent les païens. D'accord. Parce que les PGM n'étaient pas encore nés. PGM, je rappelle, est né en 93. D'accord ? Une fois que ce premier contrat du RAID est signé et que Gilles Payen, en fait, a besoin de finances pour continuer à développer son entreprise, parce que forcément, avec la vitrine du RAID qui venait d'acheter quelques dizaines d'Ultima Ratio, toutes les unités étrangères, et même françaises, faisaient focus sur le RAID en disant « Purée, mais c'est quoi ce flingue révolutionnaire que les mecs de la Panthère Noire ont acheté ?»
Donc la bayonnaise, elle est montée très vite. Et puis aujourd'hui, donc 30 ans après la naissance de l'Ultima Ratio, on exporte dans 45 pays dans le monde. Ah ouais. Tu peux parler des pays justement dans lesquels tu exportes ? Ouais, alors on est quasiment, je crois, sur tous les continents. Alors on est effectivement côté États-Unis, Canada, Amérique du Sud. On est aussi sur le continent africain. On est à l'autre bout du monde comme en Australie, en Nouvelle-Zélande. Dans nos DOM, dans nos TOM, on est en Polynésie, donc on est vraiment un peu partout. Et bien sûr, on vend là où l'État français, c'était peut-être ta prochaine question, on vend là où l'État français nous autorise les ventes, puisque c'est un business qui est hyper réglementé. Ouais, c'est un business qui est effectivement qui est un peu touchy, qui est assez polémique, parce que forcément ça engage des armes à feu, et les conflits, les guerres, etc. Comment ça se passe concrètement en fait ? C'est-à-dire que tu dois faire des demandes précises au gouvernement pour être référencé Tout à fait. On a des bureaux spéciaux, que ce soit à la DGDDI des douanes, ou au niveau de la DGA côté ministère des Armées. On a des bureaux qui sont spécialisés et qui font que traiter des demandes de licence. D'accord ? Donc moi, je reçois une demande d'un pays étranger. On va demander quantité, calibre, les options désirées, optique de jour, optique de nuit, pièces de rechange. Et une fois qu'on a construit ce besoin avec le client, on demande une licence. Ok. Donc tu déclares tout ce que tu vends, tu déclares tous tes clients. Alors là, on n'est même pas à la vente là. Des fois, on n'a pas le droit de vente en tant qu'on n'a pas l'autorisation dans certains cas. Donc c'est vraiment finalement la construction du besoin, la construction du devis qu'on essaye de tout border avec le client pour être prêt pour demander la licence. Et là, on va attendre 2 mois, 3 mois. Le bureau traitant peut revenir vers nous en demandant des précisions sur l'unité exacte du ministère étranger qui va utiliser ce matériel. Ça va être compliqué à gérer, non ? Parce que tes clients n'ont pas forcément envie, peut-être même si c'est des alliés de la France, de donner des informations qui ensuite vont être fournies au service de l'État. Alors la question est très bonne, mais en fait, on se rend compte avec l'expérience, moi ça fait depuis 2004 que je fais ça, donc ça fait 17 ans, on se rend compte que quasiment tous les pays normaux travaillent comme ça. Donc les pays alliés qui s'adressent à une société française pour s'équiper, ils savent qu'il va y avoir un délai de licence, ils savent qu'ils auront le fameux End-User Certificate, ou contrat de non-réexportation à signer, au plus haut niveau du ministère, et là où en fait le client final s'engage à ne pas réexporter le matériel, pour pas que le pays qui nous achète serait par exemple une plateforme tournante pour un trafic d'armes international. Ça, rien ne leur empêche de mentir sur ce qu'ils vont faire réellement de... Alors c'est pour ça que les dossiers peuvent, je crois pas trahir de secret, qu'on a des ambassades dans tous les pays du monde et qu'on a des attachés de défense qui vont justement vérifier localement le besoin du pays dans lequel l'ambassade est. D'accord. Donc pas de scoop, tu revends pas un pays ennemi. Non. Dommage, c'est dommage. Tu voulais que je réponde oui. En France, sur les unités françaises, on retrouve tes produits sur plein de photos à certains collègues, parce que tu équipes beaucoup d'unités, beaucoup de régiments. Ouais. C'est qui ton plus gros client ou tes plus gros clients, ou c'est peut-être dont tu es le plus fier ? Je dirais que on a le client historique qui est le RAID. Donc forcément, c'est un partenaire de cœur parce que c'est l'unité française sans laquelle je pense que PGM n'aurait pas pu démarrer. En tout cas, Gilles Payen, si vous avez bien suivi ce qu'on dit depuis quelques minutes, 1991 c'est le RAID, PGM n'était pas encore né. Mais si PGM naît en 93, c'est du fait du marché du RAID avec les Payens, les Ultima Ratio.
Voilà, et puis après, bien évidemment, en 1995, on a le contrat armée française avec le FR-12-7F1, qui est le fusil officiel des tireurs d'élite de l'armée française, donc en calibre 12,799, ou 50 Browning Machine Gun, ou 50 Caliber pour les anglophones. Voilà, je dirais que mon plus gros client aujourd'hui, c'est l'armée française, surtout qu'en plus, et ça, cocorico, l'ADGA a fait confiance en 1995 à PGM pour s'équiper, et en 2021, la même DGA avec la CIMT, qui est le service d'achat, on va dire, pour le ministère des Armées en ce qui nous concerne, est en train de revaloriser tout le parc de fusils EK2 qu'on a vendu en 95 et depuis. Parce qu'en fait, ce marché, c'était uniquement pour l'armée de terre, et ensuite, toutes les forces spéciales des 3 corps sont venues également s'équiper sur des versions un peu plus récentes que le FR-12-7F1, qui était vraiment une appellation comme FR-F2. C'est vraiment un modèle très particulier. Et depuis, en fait, puisque PGM a évolué, les forces spéciales nous ont toujours acheté les dernières évolutions. Mais cocorico, imaginez qu'il y a un seul pays au monde qui fait la guerre tous les jours, c'est le cas de la France, me semble-t-il, ça a été le cas en Afghanistan, maintenant c'est le cas au Mali, et en fait le fusil d'excellence des tireurs d'élite, il est français, et est utilisé depuis 1995, et 26 ans après, on est en train de le revaloriser. Donc il va peut-être servir jusqu'en 2030, parce qu'il y a une armée moderne aujourd'hui qui fait le top du top de la précision et de la longue distance, avec un fusil qui a une telle longévité. Tu fais un peu figure d'exception du coup avec ça, parce que quand on regarde le reste de l'équipement de l'armée française, le HK ou même les armes de poing qui sont plus françaises pour le coup, comment tu vois ça, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre le fait que le FAMAS soit abandonné au profit d'un fusil allemand. Oui. Alors écoute, moi je te dirais que c'est regrettable parce que aujourd'hui, moi je vois qu'en fabriquant en France, je fais déjà vivre une société qui est PGM, et ensuite je fais vivre énormément de sous-traitants, même si les sous-traitants ne travaillent pas 100% pour moi. Quand on achète un fusil PGM, il y a un énorme pourcentage des pièces qui est fabriqué en France. Et après, européen. Donc, je dois avoir 2 bricoles qui sont américaines. C'est la poignée pistolet Hog. Voilà. Et peut-être ce qu'on vient mettre le long de contre son épaule, ce qu'on appelle la plaque de couche. Voilà. Il doit y avoir 2 pièces américaines qui sont sur l'arme. Donc aujourd'hui, fabriquer en France, c'est assurer des emplois en France. Alors forcément, quand tu me dis on a remplacé le FAMAS par du HK, on a fait bosser des Allemands, on n'a pas fait bosser des Français. Dommage. Dommage, d'autant plus que entre les différents gouvernements, on a du mal à suivre la question de c'est quoi une entreprise stratégique, tu vois, quand on voit ce qui s'est passé avec Alstom. Tout à fait. Voilà, on a un peu du mal à comprendre ça. Comment toi tu le perçois en tant que tu es quand même au centre de l'histoire, tu sens une volonté politique d'assumer ça, ou c'est vraiment parce que vous êtes bon dans ce que vous faites et que du coup sur un marché, quand on est les meilleurs, on est les meilleurs? Je dirais que effectivement nous on se doit d'être bon et de coller aux besoins français et étrangers. Après, effectivement, avec la loi européenne qui régit les appels d'offres, aujourd'hui, je ne suis pas juriste, mais peut-être que c'est en tout cas un délit ou quelque chose qui y ressemble, de privilégier une société française lors d'un achat. Ouais, selon la loi, quoi, parce que tu vois, aux États-Unis, par exemple, les entreprises sont vachement protégées par le gouvernement. Tout à fait. Tu vois, c'est hors de question qu'Airbus débarque face à Boeing et ça deviendra légal, du moment que ça sera
Géré politiquement, quoi. Et ben en France, les acheteurs vont dire ah mais non, nous c'est la loi des marchés, c'est une loi européenne. On est obligé de faire un appel d'offres. Et est-ce que ça t'est arrivé, ou est-ce que potentiellement ça peut t'arriver que par exemple pour des questions diplomatiques, les relations changent avec un pays à qui tu vends de l'armement et qui du jour au lendemain n'est plus un allié de la France? Du coup, Qu'est-ce qui se passe? Tu dois arrêter de vendre et tu perds un client? Alors, oui, bien sûr. Si le pays était ami et qu'il ne le devient plus, écoute, tu as vendu les armes, elles sont vendues. Par contre, si tu as un contrat qui est en cours, ta licence d'exportation pourra être annulée. Et là, dans ces cas-là, quand c'est des gros contrats et sur des pays où nous, on pourrait se dire, avec la géopolitique, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, on peut prendre des assurances annulation de contrat. D'accord. Okay. Maintenant, on répète, à l'instant T, quand j'ai le contrat, j'ai la licence d'exportation délivrée au plus haut niveau par la France. Mais effectivement, c'est à l'instant T. Et si dans les 6 mois, le pays n'est plus en odeur de sainteté, moi, ma licence d'exportation me sera refusée. Enfin, c'est pas qu'elle sera refusée, c'est qu'elle sera annulée. Donc, à ce jour-là, on me dira, PGM, on coupe les robinets, vous n'avez plus le droit de vendre. Eh oui, et ma prod. Moi, ça m'est arrivé par le passé de souscrire des annulations, des assurances annulations. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu réserves un avion privé, un pilote russe et tu passes une frontière. Lord of War. Justement, tiens, parlons de ça, parce que c'est un truc qui revient souvent. Enfin, on t'a pas... tu dois forcément avoir des gens qui aiment pas ce que tu fais ou qui critiquent ce que tu fais. Comment ça se passe au quotidien? Écoute, je te dirais qu'à titre personnel, effectivement, autour de moi, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas les armes. Donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'aller sur ce point, et peut-être même ça ne sert à rien de leur raconter ton métier. D'accord? Donc, effectivement, François, il bosse dans la mécanique des fois. Dans les repas de famille, ça peut pas de ça. Disons que si tu vas aller jusqu'au dessert, oui. Ouais. C'est quand même pratique le Covid, plus trop de repas de famille quand même, c'est moins besoin de parler de mécanique. Et que 6 maximum, donc autour d'une table. Tu parlais du fait que les industries d'armement font travailler beaucoup de gens, ça génère beaucoup de chiffres d'affaires, oui. Beaucoup de valeur ajoutée pour le PIB, etc. Oui, tout à fait. Tu peux nous donner un ordre d'idée ou donner quelques chiffres de ce que ça représente PGM aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, d'employés? Je dirais que quand le business tourne, je te dirais que PGM avec mon équipe et les sous-traitants, on fait vivre à plein temps, on donne du boulot à plein temps à une vingtaine de personnes. Alors imagine quand tu parles d'avions Rafale ou de véhicules blindés, qui sont des matériels qui coûtent je ne sais pas combien de fois plus cher, avec je ne sais pas combien de technologies entre les radars, les armements embarqués. Donc effectivement, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est même une certitude, pour moi en tout cas, c'est que l'ADGA aujourd'hui, avec sa direction internationale, a compris qu'aujourd'hui, fabriquer de l'armement, c'était une chose, mais le vendre à l'étranger, c'était quasiment primordial. Parce que ça permet à la France de garder une connaissance et de ne pas aller acheter ses compétences à l'étranger pour s'équiper. Donc si on peut acheter la compétence en France, s'équiper en France, et en plus exporter aux alliés, je dirais qu'on a tout gagné. Et pour le cas de PGM, je crois que c'est ça. C'est qu'en fait, bien sûr que les licences d'exportation vont nous être refusées pour les pays à embargo, mais dans ces cas-là, sous embargo, excusez-moi, mais dans ces cas-là, on n'y va même pas.
puisque la liste des pays sous embargo, elle est sur le site des douanes. Donc voilà, Chine, pour l'armement létal, c'est négatif. Donc on ne va même pas perdre du temps à parler à un pseudo-client chinois, ne serait-ce que sur un salon. Non, on n'a pas le droit, la Chine. Donc next, finalement. Voilà. Justement, c'est les salons qui sont assez nombreux au final, enfin nombreux, en tout cas qui génèrent beaucoup il y a beaucoup d'exposants. Avant le Covid, parce que là, il n'y en a plus. Ouais, c'est ça, avant Covid, effectivement. Les salons Millipol, etc., Rosatori, qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Est-ce que c'est quelque chose c'est un gros apport de business quand ils étaient là? Alors écoute, gros apport de business, là comme ça, il n'y a que au salon du Bourget où j'entends dire que Dassault, Airbus signent des contrats. Moi, je signe aucun contrat sur les salons. Déjà, tu vois, quand tu es en France, tu vois la plupart des unités françaises, donc ça c'est intéressant. Et puis effectivement, tu as des unités étrangères qui passent, et tu as effectivement les fameux agents, d'accord, qui vont être des apporteurs d'affaires, qui vont se proposer de te représenter dans leur pays ou dans d'autres pays. Et là, effectivement, tu parles avec eux de leurs besoins, parce que eux étant dans un pays, ils sont au courant du besoin local. Et peut-être qu'ils sont au contact direct avec les forces qui ont dit, voilà, nous, aujourd'hui, on recherche tel type d'armement. C'est eux les fameux Lord of War, au final. Pour certains, sans doute, ouais. Ils sont habillés en noir avec une sorte d'attaché case. Super cliché, quoi. Donc une vingtaine de personnes. En termes de chiffre d'affaires, c'est quoi PGM? Écoute, en ce moment, on est plutôt autour des 2 millions d'euros par an. Et les bonnes années, on a réussi à monter à 4 millions d'euros. Ouais, qu'on avait des grosses commandes à l'export, et où là, on fabriquait 600 fusils par an à peu près. D'accord. Okay. L'international, justement, ça représente quoi? C'est la moitié de chiffre d'affaires, En fait, l'armement est vraiment en dents de scie. Donc, quand tu as un très gros contrat export, tu peux être à 80% de ton chiffre d'affaires à l'export, mais ça va être par exemple pendant 3 ans. Et puis, tes contrats à l'export sont terminés, tu vas faire autre chose. Donc, on a aussi une activité que moi j'ai beaucoup développée depuis 2004. C'est la gamme tir sportif, puisque forcément on a des armes qui sont très bien conçues, qui sont costaudes, qui sont super précises. Donc pourquoi ça n'irait pas pour les tireurs sportifs? Et là, on a aujourd'hui une très belle clientèle. D'ailleurs, je la remercie au passage pour la confiance qu'elle nous témoigne, en étant fière d'acheter. C'est une clientèle qui est fière d'acheter un fleuron français. Et puis en plus, ça fonctionne dans le temps, et c'est hyper préhensible. Donc, le tir sportif, justement, c'est quelque chose qui est en vogue, Alors, ouais, c'est très en vogue, et là, je remercie également tous les gens qui, de près ou de loin, participent à la création ou en tant que compétiteur au King of 1 Mile, au King of 2 Miles, qui sont des disciplines, si je ne me trompe pas, venues des États-Unis, et qui aujourd'hui, depuis 2-3 ans, c'est une discipline qui est arrivée en France, et là, il y a des tireurs passionnés longue distance qui vont se mettre sur le pas de tir pour tirer à milliard ou à 2 milliards. Ouais. D'accord. Et je me rends pas compte, c'est quand même, ça va être un fusil qui est quand même assez cher. C'est accessible pour un particulier comme ça qui a envie de... Alors, cher. ça y est. On parle de choses qui fâchent. Je te dirais que pour la qualité, c'est pas cher, et je te dirais que par rapport à la concurrence, on va dire, de ce niveau de performance, on n'est pas plus cher. Donc aujourd'hui, vous êtes client français, vous appelez PGM, on vous répond en français. Vous avez un SAV, vous n'allez pas avoir des délais monstrueux parce qu'il faut faire venir la pièce des États-Unis. Oui, c'est une clientèle qui pour une part peut être aisée, mais il y a aussi des gens qui sont tout simplement passionnés et qui, plutôt que de mettre leur argent dans la cigarette
les restos ou les voitures vont mettre ça dans le tir. Il n'y a plus de restos. Il n'y a plus de restos. Et à un moment, il n'y avait plus de pas de tir non plus, alors qu'est-ce qu'on fait? Justement, le fait qu'il y ait eu ce problème-là, le Covid, ça a impacté PGM ou pas forcément? Non, ça nous a pas impacté. Je dirais que ça a permis je pense que ça a permis à nos clients, qui pour certains ne bossaient pas, ou en tout cas avec le confinement, on avait quand même tous plus de temps à la maison. Je pense que les gens ont plus eu le temps de réfléchir à leurs besoins. Donc finalement, je dirais qu'en termes de chiffre d'affaires, on a sauvé les pots cassés. Par contre, on a effectivement le problème des stands de tir qui sont fermés. Donc avoir des armes pour pratiquer son sport favori, c'est dommage quand on ne peut pas accéder au pas de tir. Et puis après, effectivement, industriellement parlant, c'est un vrai problème en termes de logistique, pour expédier, pour recevoir les pièces. Il y a un moment, nous, on devait envoyer une commande pour un pays client dans l'Union européenne. Et il n'y avait pas un avion qui décollait. Donc là, c'est une catastrophe. Tu disais les stands de tir. Tu parles des stands de tir, mais les stands de tir adaptés à ce genre d'armement, il y en a beaucoup en France, je ne me rends pas compte. Alors, écoute, on peut tirer à plusieurs centaines de mètres comme ça. Alors, on a effectivement la plupart des stands FFT qui sont à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, pour les plus chanceux 300 mètres. Après, pour vraiment pratiquer la longue distance, soit on adhère à un CSA, qui est un club sportif et artistique du ministère des Armées, et en fait on peut bénéficier des infrastructures de tir, des champs de tir sur lesquels les forces s'entraînent. Donc en général c'est le samedi par exemple. Donc il doit y avoir Mailly-le-Camp, il doit y avoir Caylus, Canjuers, Le Mans, et en fait c'est très bien parce que ces régiments ouvrent leurs infrastructures aux tireurs sportifs, et puis j'imagine qu'il y a aussi un dialogue entre les tireurs sportifs et puis des militaires qui, dans le cadre du tir sportif, viennent justement parler avec les tireurs sportifs et puis voient différentes pratiques. Ouais, ça peut être une façon de recruter aussi. Ouais, peut-être une façon de recruter, et puis peut-être une façon de partager des avis. C'est vrai que nous, on fait essentiellement des armes pour l'opérationnel, et on se rend compte que ces armes pour l'opérationnel marchent du feu de Dieu pour une activité tir sportif. Et puis finalement, une arme qui a été uniquement faite pour le tir sportif, elle ne serait pas du tout utilisable tactiquement. Donc aujourd'hui, nos armes, elles sont au Mali, elles sont dans les unités d'intervention au GSG 9 en Allemagne, dans les polices cantonales suisses, dans des SWAT teams aux États-Unis. Et c'est les mêmes armes finalement que vous allez pouvoir voir entre les mains d'un tireur sportif. En France, c'est pas trop, c'est pas comme aux États-Unis. Les gens sont moins armés. C'est peut-être un peu plus tabou aussi. Et pourtant, je crois avoir vu en me renseignant qu'il y a quand même une explosion justement des tireurs sportifs et le fait que les gens se mettent de plus en plus à ça. Comment tu l'expliques ? Est-ce qu'il y a un effet de mode ? Est-ce qu'il y a un effet, attentat ? Je sais pas. J'ai pas les statistiques. J'ai pas les stats sous les yeux, donc c'est difficile de se prononcer précisément. Moi, ce que je constate, c'est ce qu'on disait il y a 5 minutes, c'est qu'avec ces grosses compétitions de tir à longue distance qui sont arrivées en France depuis 2 ou 3 ans, qui sont le King of 1 Mile, le King of 2 Miles, on se rend compte que les gens qui avant tiraient à courte distance, on va dire, ils se disent, purée, super quoi. Il y a maintenant des compétitions où on peut aller se tirer la bourre avec les copains, ou pas copains, mais on peut aller se tirer la bourre à 1000 mètres, 1600 mètres. Et là, je pense effectivement que pour le business du tir longue distance, c'est en tout cas que bénéfique. Tu parlais de l'ECAT-2 et le fait que c'était une révolution dans les armées. C'était le premier
fusil pour les tireurs d'élite qui tiraient avec des cartouches 12-7, c'est ça? Alors, c'était pas le premier. En fait, les forces spéciales de mémoire avaient un peu de fusil Macmillan, avaient un peu de fusil Barrett. Mais en fait, ils n'en étaient pas contents, soit parce que c'était pas précis, soit parce que c'était fragile. Le Macmillan, il y avait des crosses qui cassaient, parce que c'était une sorte de gros fusil de chasse. Il y avait un tel recul que, comme disent les gens à l'époque, vous tiriez deux fois, une fois avec l'épaule gauche, une fois avec l'épaule droite. Et en fait, nous, on est arrivé en plan crash en 94-95, juste avant le contre-armée française pour les tests. On est arrivé en plein Sarajevo dans Sniper Avenue. Et les casques bleus, les militaires français se faisaient allumer par les tireurs d'élite serbes. Et les Français, je crois, ils n'avaient pas grand-chose pour riposter. Ils avaient peut-être du canon de 20 mm sur les VAB, à confirmer. J'étais pas là. Mais ils avaient un peu de Macmillan. Mais en tout cas, quand il y a eu l'appel d'offres qui est tombé, ces deux marques américaines étaient en face de nous. Et en fait, PGM, avec un canon plus court, était plus précis. Et puis surtout, c'était une technologie qui était complètement novatrice avec le fameux châssis-poutre. Et ensuite, ça a équipé toutes les forces conventionnelles, pour le coup. Alors, l'armée de terre, on va dire conventionnelle, c'est-à-dire toutes les unités d'infanterie de France, les unités para, 2e REP, 1er PIMA, 8e RPIMA, donc toutes ces unités que je salue et qui font du bon taf avec cette arme, qui effectivement a vieilli, mais pas tant que ça. Donc c'est pour ça que dans le cadre du rétrofit, avec la CIMT qui est organisée depuis un an, on a supprimé par exemple toutes les pièces en bois qui étaient dans la crosse ou dans la pistolet pour passer en polymère. On est en train de changer de lunettes. Avant, on avait une lunette qui grossissait 10 fois. Et bien là, maintenant, les 4.2 va être doté d'une lunette avec un grossissement variable 5,25. Donc ça va complètement changer la vie des tireurs d'élite. Il va être plus léger, ce fusil? Il va pas être plus léger. Alors ça, effectivement, c'est... Il pèse, mais je te dirais que c'est le prix de la longévité. En fait, il pèse, donc le recul, il va être moindre. Donc tu vas pas te prendre un caramel quand tu auras vidé un chargeur. De mémoire, la dotation de base d'un tireur d'élite, c'est 40 munitions. 40 munitions, il faut les tirer. Si tu les tires en peu de temps, c'est quand même la guerre, mais bon, c'est un fusil qui va être très fiable. S'il est lourd, ça veut dire qu'il y a un gros canon. Donc ça veut dire que c'est un canon qui va pas chauffer très vite. Donc s'il chauffe pas très vite, ça veut dire qu'il va garder la précision. Et puisque l'arme est lourde, elle va être beaucoup plus stable, elle va beaucoup moins reculer, elle va beaucoup moins te faire mal. Tu vas beaucoup moins appréhender le départ du coup. Et je pense pas aujourd'hui qu'on aurait pu avoir cette fiabilité, cette précision avec un fusil qui était nettement moins lourd. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore allés voir votre compte Instagram ou sur Internet pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, Facebook, est-ce aussi, que tu peux LinkedIn. Est-ce que tu peux le décrire, ce fusil, nous donner la dimension, par exemple, et le poids, justement? Les 4.2 de mémoire en ordre de combat, c'est-à-dire chargeur 7 coups plein, on fait avec sa lunette, donc prêt à presser la détente, tu fais 17 kg. Après, là, effectivement, on parle de les 4.2. Maintenant, si tu parles d'un Ultima Ratio Commando 2 qui avait été fait pour le premier PIMA, pour l'épigène, pour les unités para, en ordre de combat avec sa lunette, tu dois être à 6,5 kg, 7 kg. D'accord. Et en taille? Cross-pilier, tu as un fusil qui doit faire 75 cm. Et le PGM? Le PGM 12-7, il doit faire un bon mètre 20. Un bon mètre 20. Il a une crosse qui est amovible. Mais il n'a pas de crosse pliante. Pour le transporter. Les tireurs, c'est effectivement des costauds, ou quand c'est des chats maigres, c'est des mecs qui sont très très costauds. Mais regarde la mitrailleuse en calibre 50, la fameuse Browning,
entre le trépied et la mitrailleuse. Et là, t'es pas en train de porter la caisse de mune. Hein. Parce que là, quand tu es sur des bandes de 100 coups... C'est clair. Est-ce que tu parlais d'évolution de l'arme? Cette évolution, je suppose que vous la faites en partenariat avec les forces armées, avec vos clients. Ils vous font remonter des choses et vous, ensuite, vous avez une sorte de cahier des doléances et vous essayez d'y piocher des idées à l'intérieur? Alors, complètement. En fait, tu as plusieurs façons. Par exemple, les 4-2, si elles s'appellent 2, c'est qu'il y a eu un 1 avant. Et effectivement, les premières E4 qui ont été faites à l'époque pour le premier RPIMA et qui sont partis à Sarajevo, elles sont venues quelques mois après avec justement des doléances de modification. Et donc c'est ces modifications qui ont permis de faire le FR12-7F1. Et de la même manière aujourd'hui, quand tu travailles avec une unité française ou étrangère qui te demande une amélioration, notamment pour l'adaptation d'optiques de nuit par exemple. Les optiques de nuit dignes de ce nom, ça fait pas très longtemps que ça existe quand même. Et les rails Picatinny-Long par exemple, qui sont ces grandes pièces longilignes qui sont sur le dessus de l'arme sur lesquelles on vient fixer la lunette jour, il n'y avait pas besoin à l'époque que ce soit long. Mais quand les fameux add-ons, les intensificateurs de lumière, les lunettes thermiques qu'on vient fixer devant la lunette jour sont arrivés sur le marché, on s'est dit comment on vient les fixer, ces optiques. Donc c'est là qu'on s'est mis à faire des systèmes de fixation très longs permettant de fixer différentes optiques. Donc ce qui est très intéressant en fait sur les armes PGM, c'est puisque c'est une base qui est mécanique, avec de la mécanique, on a une très bonne base d'évolution. Justement, qu'est-ce que tu penses de toutes les évolutions qu'on voit, qui sont encore de la science-fiction, les soldats du futur avec le tout électronique? Qu'est-ce que tu as comme vision sur ça, toi? Écoute, cette vision, on peut l'avoir, parce que par exemple, l'intensificateur de lumière, la lunette thermique, c'est l'électronique. Donc il faut des batteries. Une lunette jour, c'est que de l'optique. Alors tu peux avoir un petit réticule lumineux, d'accord, pour éclairer en rouge ta croix centrale, mais tu n'as pas d'électrique. Et par exemple, le tireur d'élite, forcément, non, pas forcément, je dis forcément, enfin en tout cas, globalement, il travaille en groupe avec un observateur. Son observateur, normalement, il utilise un télémètre. Il peut utiliser un logiciel balistique. Donc télémètre pour donner une distance, puisque tout le monde qui est allé, en tout cas, jusqu'en terminale, c'est ton cas ou pas? Normalement, ouais, faut que je vérifie, mais il me semble que oui. Tu te rappelles que le programme de terminale, à l'époque, on parlait des trajectoires paraboliques. J'avais pas vu de fusil de PGM par contre dans les cahiers de cours. Mais... C'est un tort parce que le cours de maths ou de physique sur la trajectoire parabolique, y égale à x2 plus bx plus c, une équation du second degré, rappelle-toi, c'est pour te dire que dès que ta balle va sortir du canon, en fait, elle va être soumise à la gravité, au frottement de l'air et toutes ces choses-là. Donc, elle va faire que chuter. Et tout ça, ça se calcule. Donc, on fait ce qu'on appelle des tables de tir. Ces tables de tir sont soit papier, où là, dans ce cas-là, si j'ai plus de batterie, je suis sauvé, et des logiciels balistiques. Mais là, tu fonctionnes avec une batterie. Donc aujourd'hui, ta cible, elle est à tant de mètres, avec telle pression atmosphérique, direction du vent, vitesse du vent, ok, combien de clics? Alors soit c'est ma station météo qui me donne mes éléments initiaux de tir à venir mettre sur ma lunette, ou alors je me coltine mon papier. Et effectivement, il y a ce qu'on va appeler des vieilles écoles, mais qui pour moi restent bonnes, c'est de travailler avec du papier, et à savoir travailler avec son réticule, ne serait-ce que pour faire une estimation de distance. On a même, nous, des pays qui nous demandent de leur livrer des fusils à lunettes avec les organes de visée mécanique. Parce qu'ils prévoient que si un jour la lunette venait à être cassée, donc là on ne parle même pas de panne de batterie, on parle de lunettes brisées, on déplie ces organes de visée mécanique, et en tout cas jusqu'à une certaine distance,
je peux accomplir ma mission de destruction. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur la façon de gérer l'électronique. Tir de jour, on n'a pas besoin d'électronique, en tout cas pour voir. Par contre, pour mesurer, pour donner, pour me communiquer les clics à mettre sur ma lunette, et ben là, soit je bosse avec du papier, soit je bosse avec de l'électronique. On parlait d'accessoires, vous produisez et vous vendez aussi des accessoires? Ouais, tout à fait, ça c'est quelque chose que j'ai développé depuis 2004. Il y a des choses qui existaient déjà chez PGM, comme les montages de lunettes, comme les réducteurs de son. Et tout ça, c'est des choses qu'on a fait évoluer. Maintenant, on fabrique la totalité de nos bipieds. On fabrique également des bipieds qui viennent s'adapter sur la plupart des armes du commerce. D'ailleurs, notre fameux bipied pour rail Picatinny à montage rapide, il a été choisi par la DGA pour équiper les fusils SCAR en 7,62 qui vont remplacer le FRF2. Donc aujourd'hui, on a une vraie expertise, on va dire, d'équipementier, fabrication française, conception française. Et voilà, aujourd'hui, pour fixer une lunette, avant, vous pouviez acheter des montages allemands, des montages américains. Et maintenant, vous avez la possibilité de monter votre lunette sur un rail, sur un montage de lunettes français. C'est une grosse partie de l'activité, ça, les accessoires, ou ça reste marginal? En tout cas, moi, stratégiquement, c'est quelque chose que je veux développer, parce que forcément, c'est moins cher qu'une arme. Ça reste très qualitatif, et peut-être qu'un client aujourd'hui qui n'a pas les moyens d'acheter un Ultima Ratio pour faire du tir sportif, il va commencer par acheter un bipied chez PGM, un montage de lunettes. Il va se rendre compte qu'il y a une qualité, qu'il est livré dans les temps, qu'on lui répond aimablement, qu'il a vite un devis, et que ça fonctionne. Donc je dirais c'est bon pour le business, c'est bon pour l'image de la société. D'ailleurs aujourd'hui on met un petit clin d'œil au niveau du gravage de ces accessoires. On ne met pas forcément made in France, on met fabriqué en France. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France est dans le top 5 des exportations d'armes au monde. Donc la France, c'est tout sauf des guignols en termes d'armement. Et aujourd'hui, il y a une expertise française. Et PGM en fait partie de cette expertise d'armement. Voilà, on fabrique en France, on est content de le faire, on est content de vendre en France, on est content de vendre à l'étranger, et on met énormément de passion à le faire bien. Pour terminer, je pose cette question à chaque fois à tous les invités qu'on a sur ce podcast, qui soient dans des unités peu importe, ou des industriels par exemple, qui vont nous parler de leur travail comme tu viens de le faire. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est pas forcément des témoignages qu'on entend tous les jours. Les gens n'ont pas forcément envie de parler de ça. Alors en fait, on dit plus beaucoup aussi. Donc des témoignages de fabricants français, en tout cas d'armement petit calibre. Tu auras peut-être notre ami Guillaume de chez Vernet-Caron. À part ça, tu n'auras pas grand monde. Justement, quel conseil tu donnerais, donc c'est la question que je pose à chaque fois, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce business et qui pourrait peut-être avoir un peu peur légitimement, je pense, de pas mal de choses, des contraintes administratives, de l'image aussi que ça peut avoir avec les 5 autres personnes qui sont autorisées au repas de famille? Déjà c'est le long process administratif, puisque aujourd'hui tu dois déclarer ton ouverture de commerce, tu dois avoir un diplôme d'armurier qui est obligatoire depuis 2019 pour avoir un commerce d'armes. Compliqué à avoir un diplôme d'armurier? Écoute, nous, jusqu'en 2019, si je dis pas de bêtises, on était couverts par notre autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre, qui nous permettait d'avoir un commerce sans être armurier. Mais c'est un diplôme que j'ai dû passer il y a 1 an et demi parce que ça devenait obligatoire.
Et en fait, c'est intéressant parce que même si, bien sûr que on avait les compétences sur toute la partie administrative, et ben, ce diplôme d'armurier te remet les idées au clair, en tout cas. Te remet les idées au clair sur tout ce qui est administratif, législatif, ouverture du commerce, la sécurité. Alors bien sûr que nous, puisqu'on avait notre autorisation de fabrication et de commerce, bah bien sûr qu'on était nickel là-dessus. Mais il y a des choses en tout cas qui étaient intéressantes à revoir. Et puis surtout, c'était nécessaire pour pouvoir continuer à exercer notre commerce, si je ne dis pas de bêtises, au moins auprès des civils. D'accord ? Du coup, quel conseil tu donnerais donc à ces gens qui aimeraient se lancer ? Eh ben déjà, commencer à avoir un diplôme d'armurier, faire tout au niveau de la préfecture pour ouvrir son commerce, être en règle au niveau de toute la sécurité de l'espace de fabrication et de l'espace de vente. Et puis après, soit on est armurier et puis on est revendeur, artisan, réparateur, ou soit on veut devenir industriel. Et là, je dirais que c'est long, donc il faut avoir une bonne idée, il faut avoir certainement les finances, les épaules, le moral, et puis vite avoir des ventes pour rentabiliser tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre l'activité d'armurier, on va dire de ville, donc l'armurier qui va équiper les chasseurs, les tireurs sportifs, mais qui ne va pas fabriquer. C'est-à-dire que ça va être un vendeur, ça va être un réparateur, ça va être quelqu'un qui va conseiller sa clientèle, mais il n'y a pas forcément de fabrication. Alors après, bien sûr, sur Saint-Étienne, sont restés des gens comme Vernet Caron, des gens comme Chapuis et j'en passe, mais qui sont quand même à l'origine chasse. Des gens aujourd'hui qui font du fusil de précision dédié aux administrations et aux tirs sportifs, je crois qu'il n'y a que moi. Après, vous allez avoir des gens qui vont fabriquer des armes, mais ça sera de la toute petite série, essentiellement pour le tir sportif. Merci pour ce témoignage, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu l'envers du décor de toutes ces armes qu'on voit sur les photos, les films aussi, etc. Sur les belles photos que tu vas prendre. Exactement. Merci à toi, Fred. Et je te remercie. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.